Alors bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Provost. On est ici sur le campus de l'Université Laval à Québec, jeudi le 2 mai 2024. Donc c'est sur la pause du dîner de la 22e audience en arbitrage là, qui se déroule ici dans le cadre de mon procès, sur en fait le procès de la liberté académique. Ce matin, on avait un témoin très intéressant, le professeur Marc-André Gagnon de l'Université de Carleton, qui nous parlait des politiques publiques et de l'influence de l'industrie pharmaceutique, du processus réglementaire, d'autorisation des vaccins et tout ça. Donc c'était vraiment très intéressant et je pense aussi très éclairant pour le tribunal. Les audiences se déroulent très bien jusqu'à maintenant. On est très satisfait du déroulement. En fait, on estime être en très bonne position actuellement là, dans le cadre de l'arbitrage. Et fait à souligner ce matin, on a battu un record d'assistance. On a dépassé le cap des 90 personnes du public. Donc, c'est un nouveau record. Et là, ça a suscité des discussions au niveau de la sécurité. Donc, l'Université Laval, sous les prétextes de sécurité, là, ils veulent réduire le nombre de personnes qui peuvent assister aux audiences. Donc, c'est quand même assez fabuleux parce que ces audiences-là, normalement, il n'y a personne qui y assiste. Et là, on est rendu à plus de 90 personnes. C'est tout à fait extraordinaire. Et ça, pourquoi c'est rendu possible? C'est tout simplement parce que le processus, il ne se déroule pas derrière des portes closes. Donc, si j'avais signé l'engagement à la confidentialité, comme on me l'imposait très fortement, eh bien, tout ça n'aurait pas lieu. Donc, en refusant de signer ça, j'ai désiré que ma situation soit connue du public pour justement que ça soit fait de manière transparente. Et c'est pour ça que le processus en cours suscite autant d'intérêt, hein, parce qu'on parle de la liberté académique. Donc, évidemment, l'Université Laval m'a sanctionné sur toutes sortes de raisons, essentiellement pour des mots, pour des propos raisonnés, raisonnables, alors qu'en réalité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attaque la liberté académique des professeurs d'université, à travers moi, évidemment. Et en me sanctionnant très fortement, ça incite les collègues à se taire ou à s'auto-censurer. Donc, c'est vraiment le principe de liberté qui est attaqué, qui est en jeu ici devant l'arbitre. Donc, l'enjeu de la liberté académique est fondamental dans toutes les sociétés qui se veulent démocratiques. Et en ce sens, toute atteinte à cette liberté-là va porter atteinte à la démocratie. Donc, si la liberté académique des professeurs n'était plus respectée ou que les professeurs ne s'en prévalaient plus, eh bien là, c'est les fondements démocratiques de notre société qui arriveraient à s'effondrer. Et c'est ce que je crains pour l'avenir du Québec. Et c'est pour ça que je tenais à rendre ces audiences-là publiques pour que ça soit connu par le plus grand nombre et que les gens soient informés, tout simplement informés de la situation et qu'ils puissent se forger une opinion là-dessus. Donc, je ne veux pas trop m'étaler davantage. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont intervenir après moi. Donc, il y a une marche qui va se mettre en branle d'ici quelques instants. Donc, là-dessus, je vous souhaite en fait, d'informer, d'essayer d'alerter les membres de votre entourage sur l'importance de nos libertés au Québec. Moi, je suis en fait le porte-flambeau, si on veut, de la liberté académique des professeurs. Je voudrais peut-être en profiter pour m'adresser aux professeurs d'université, leur dire que, écoutez, ma situation elle est exceptionnelle. On tente de faire un exemple de moi, mais sachez que je suis là pour me tenir debout pour tous les professeurs du Québec et pour que vous continuiez à exercer vos fonctions de manière tout à fait libre et transparente. Et c'est pour ça que je suis là au front pour vous. Je suis là pour vous. Alors, j'aimerais que les professeurs s'expriment sur la place publique et disent à quel point c'est important cette liberté-là pour réaliser la mission de l'université, mais aussi pour exécuter leurs fonctions de manière professionnelle. Voilà. Donc, si vous voulez m'appuyer, n'hésitez pas à partager toutes les nouvelles qui sont à mon sujet, puis informer la population, puis leur fournir les arguments, en fait, aussi, pour les aider à comprendre c'est quoi la liberté académique, parce que ça peut sembler un peu flou comme concept, mais c'est tout simplement la liberté de parole des professeurs, des experts sur la place publique, pour justement arriver à
avoir la liberté de critiquer les institutions et les gouvernements et les décisions qu'ils prennent. C'est pas des critiques en l'air, c'est des critiques, il faut formuler des critiques fondées, puis l'objectif de ces critiques-là, c'est d'améliorer le bien commun, s'assurer que les décisions soient prises vraiment pour la protection du public. Et c'est ce que je fais depuis le début de mes sorties publiques, là, depuis le 7 décembre 2021. Justement, une intervention qui m'a valu une suspension de 8 semaines sans salaire, qui est débattue devant l'arbitre encore là, après 22 jours. Donc, c'est vraiment important de se mobiliser tous ensemble pour préserver la liberté académique des profs, la liberté plus globale et pour protéger les valeurs démocratiques là, qui forment le fondement de notre société. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au prochain intervenant. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Merci. Professeur Provost, quel message vous auriez pour les 125 députés de l'Assemblée nationale qui ont même voté une loi pour protéger la liberté académique et qui ne disent aucun mot présentement et qui ne prennent pas position dans tout ça? Bien, en fait, ce que j'aimerais dire aux 125 députés de l'Assemblée nationale qui sont là pour nous représenter et pour défendre nos intérêts, hein, c'est que la liberté académique des professeurs, ce n'est pas un enjeu partisan. C'est un enjeu transpartisan. Ça devrait rallier tous les partis politiques. J'aimerais mentionner que les partis politiques, ils ne sont pas tous représentés à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, mais s'ils sont là, c'est justement pour faire valoir la démocratie. S'ils sont là, c'est parce qu'ils sont élus démocratiquement. Et si ils ferment les yeux, ils ignorent les principes de liberté académique pour lesquels je suis attaqué, bien, c'est le fondement de notre démocratie, c'est le fondement de leur représentativité qui s'effondre. Donc, c'est vraiment leur position, leur légitimité qui est en jeu. Et ça, je ne pense pas qu'ils le réalisent. Et aussi, concernant le ministre Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur, qui est responsable de faire respecter la loi concernant la liberté académique en milieu universitaire, elle préfère ne pas intervenir sous prétexte que mon dossier est judiciarisé. Mais c'est justement là le problème. Le problème avec la situation actuelle que je vis présentement, c'est que ma situation n'aurait pas dû être judiciarisée. Hein? Donc, son intervention aurait dû être en amont de ça, parce que là, apparemment, il est trop tard, même si dans les faits, ma situation, elle est politique, elle n'est pas judiciaire. Et cette loi-là, elle a beaucoup de faiblesses, entre autres, elle n'a pas de dents, elle est édentée, elle n'a aucune sanction vis-à-vis toute organisation comme l'Université Laval qui pourrait l'enfreindre. Donc ça, c'est une grande limitation. En terminant, je dirais, j'ai envoyé 3 courriels différents aux 125 députés de l'Assemblée nationale avec mon adresse courriel professionnelle et je n'ai pas eu aucune réponse personnalisée qui répondait à mes courriels. Donc, j'aimerais ça que les députés répondent à mes courriels, que j'ai envoyés dès le mois de janvier et février, et que je veux avoir des réponses à ces courriels-là. Et puis, vous noterez que peu de temps après, le Centre de recherche du Sud-Québec m'a retiré le privilège d'utiliser mon adresse courriel parce que j'avais écrit aux députés de l'Assemblée nationale, donc c'est tout à fait incroyable. Et par la suite, j'ai été congédié sur le motif. Un des motifs, c'était que j'avais écrit aux députés de l'Assemblée nationale. Donc c'est tout simplement aberrant qu'un professeur d'université, ou en fait toute personne du public, peut écrire à son député et j'espère qu'il a encore le droit. Et moi, dans ma position de professeur, chercheur et de citoyen, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit aux députés et ce qui s'en est suivi, c'est mon congédiement de l'Université Laval. Alors moi, j'aimerais bien avoir des explications, mais tout ça, ça va être débattu devant l'arbitre éventuellement. Autre question. Sentez-vous, avec l'arbitrage actuel, une ouverture d'esprit à ce qui s'est passé? Et vous allez le savoir enfin, mais sentez-vous quelque chose de positif? Et les gens écoutent-ils vraiment vos arguments au lieu d'essayer de seulement vous penser, réalisent-ils ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé? Ben, en fait, tous les gens qui sont présents dans l'audience, ils sont conscients des enjeux qui sont là devant l'arbitre.
Nous, on est dans la quatrième journée de preuve syndicale. Donc, le côté patronal a déjà eu 15 journées de preuve, 15 journées pour faire leur preuve. Donc, nous, on est seulement rendu à la 4e journée. On est très satisfait jusqu'à maintenant du déroulement. Et puis, on espère bien là, de faire valoir notre théorie de la cause, qui est justement la liberté académique des professeurs, l'importance de cette liberté-là et aussi les moyens de la protéger. Merci. Le but de la marche, c'est qu'on a pensé, parce qu'on s'est aperçu que les juges de la Cour du Québec, les juges de la Cour supérieure, les juges de la Cour d'appel du Québec n'ont malheureusement pas lu la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés. Ça fait, pour ce qui est de la Charte des droits et libertés de la personne, ça fait à peu près 46 ans que ça existe, mais ils n'ont probablement pas eu le temps. Ou ça manque peut-être à leur devoir académique de lire cette charte-là. Maintenant, on a pensé qu'on devrait inclure à l'intérieur du Code de procédure civile du Québec et à l'intérieur du Code civil du Québec des lois qui sont très claires quant aux judiciables non représentés et aussi quant aux professionnels lorsqu'ils émettent une opinion qui est personnelle. Donc, je vais faire la lecture de ces projets de loi-là devant le ministère de la Justice parce qu'on a invité Simon Jolin-Barrette en tant que ministre de la Justice et député. On a invité un membre du barreau, un représentant du membre de barreau parce qu'ils font de la publicité présentement disant qu'ils veulent rendre plus accessible la justice. Mais quand on leur demande de venir devant le peuple qui a quelque chose à leur dire, ils ne sont pas présents, en tout cas. Et on a demandé aussi à un représentant de la Commission des droits et libertés de la personne de venir. Mais il n'y a pas personne. On nous a répondu avec des belles lettres de courtoisie, mais il n'y a pas personne qui est présent aujourd'hui. Mais on va quand même se rendre au ministère de la Justice et on va aller déposer ça à titre symbolique. Mais soyez assurés que par la suite, il va y avoir des actions concrètes d'entreprise. Maintenant, je vais laisser Louis-Olivier parler un peu de son expérience personnelle quant à la justice ici au Québec. Oui, bien, bonjour à tous. En fait, je suis ici surtout pour soutenir mon collègue et ami, le professeur Patrick Provost. Comme vous le savez peut-être, j'ai annoncé là, publiquement dans une lettre ouverte au Barreau du Québec ma démission du Barreau du Québec. Pourquoi j'ai décidé de démissionner? En quelques mots, c'est que je voulais dénoncer la censure qui avait lieu là, dans les ordres professionnels, la censure qui est exercée contre tous les professionnels qui ont osé remettre en question le récit officiel entourant la fameuse crise COVID. J'ai voulu dénoncer aussi le refus des tribunaux de débattre, de refuser tout débat scientifique, toujours en lien avec la crise COVID. Et puis maintenant, c'est ça, avec le congédiement récent du professeur Provost, ça confirme un peu finalement ce que je disais dans ma lettre. Donc son congédiement est survenu peu de temps après. En fait, l'annonce de son congédiement est survenue peu de temps après ma démission. Et c'est ça. Donc ça confirme ce que j'observe, moi, depuis 4 ans, c'est que tous ceux qui ont osé prendre la parole, que ce soit des universitaires, des professionnels, des avocats, on nous fait taire. Donc j'ai décidé là, de tout simplement tirer ma révérence. Puis si vous permettez, dans ma lettre, j'en vois plusieurs flèches, là, et j'en avais gardé une pour les universités. Donc là, quand je parle des ordres professionnels, je dis que acteurs principaux dans la préservation du récit officiel, les ordres professionnels et leurs syndics ont réussi à imposer la terreur dans leur rang en s'en prenant systématiquement aux voix dissidentes. Ils ont ainsi eu l'occasion de révéler leur vraie nature, soit qu'ils ont pour mission de contrôler les professionnels et de protéger des intérêts particuliers et non de protéger le public. Et là, au sujet des universités, les universités qui baignent dans le financement de l'industrie ont joué un rôle semblable en s'assurant qu'aucun de leurs membres ne vienne gâcher l'opération profitable en cours. Puis quand je dis une opération profitable, là, évidemment, je fais allusion à toute l'industrie qui tourne avec cette crise-là, puis avec toutes les crises manufacturées qu'on voit. C'est essentiellement d'amener de l'argent dans les universités. Et les universités qui sont supposément des endroits où on devrait partager, transmettre le savoir,
ben, on dirait que les universités sont devenues tout simplement un bras finalement hein, des complexes qu'on connaît, le complexe industriel, militaro-industriel, le complexe pharmaceutique. Donc c'est vraiment désolant ce qu'on voit aujourd'hui avec les universités et c'est quelque chose que je veux dénoncer aussi et je veux évidemment apporter mon soutien à Patrick. Peut-être en terminant, j'ai pensé à une campagne pour ceux qui sont pas à Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Université de Montréal fait une campagne présentement hein, avec un slogan qu'ils ont dû payer là, une fortune à un cabinet de consultants en marketing. Ils nous disent que l'heure est brave, l'Université de Montréal. Ben, moi, j'ai envie de dire que l'heure est grave, mais pas pour les raisons qu'eux allèguent. Hein. Eux vont nous dire que l'heure est grave parce qu'on est en train de s'empoisonner au CO2 ou on est en train de... Enfin, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils invoquent, mais l'heure est grave parce que les professeurs aujourd'hui, ben, ils vivent dans la terreur, ils ne peuvent pas... ils doivent travailler pour l'industrie, ils ne peuvent pas exprimer leurs opinions. Donc, c'est ça. Donc, si j'ai un message à passer aux professeurs, ben, c'est que le cas de Patrick Provost, là, ben, vous êtes peut-être les prochains parce que si vous ne suivez pas les ordres, ben, vous allez vous retrouver aussi dans la même situation. Fait que je vous demanderai d'être solidaire envers le professeur Provost puis d'exprimer votre indignation par rapport à toute la censure qui a lieu dans le milieu universitaire. Voilà, ben, je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Merci. Écoute, d'abord, merci d'être là. Merci à tout le monde de se préoccuper de quelque chose de fondamental dans notre monde qui s'appelle le droit de parole, le droit de penser, le droit de réfléchir, de questionner, de douter, qui sont à la base même du processus scientifique qui est complètement actuellement piétiné pour se transformer en scientisme, en science qui veut diriger, dicter, imposer. Et c'est jamais l'objet de la science. Si vous entendez une science qui veut vous imposer des choses, c'est plus de la science, c'est de la politique, c'est du judiciaire. Et on n'est plus là. Et moi-même, avoir pris la parole en tant que citoyen, parce que je ne fais plus partie de l'Ordre des médecins actuellement, bien, on me convoque actuellement. Il y a une plainte envers moi. Et puis, je vais passer au conseil de discipline. Ce qui m'étonne toujours parce que ma mère n'a jamais réussi à me discipliner. Alors, peut-être qu'eux autres vont réussir. Je leur souhaite bonne chance. Et puis, mais j'ai l'intention de me présenter, en tout cas pour le moment. J'y réfléchis encore, mais sans avocat. Parce que je pense que derrière tout ça, il y a le goût de ruiner les gens. Il y a des gens qui ont des ressources illimitées, peuvent engager des avocats qui connaissent les rouages. Et moi, je ne veux pas entrer dans un terrain où on va se battre, mais dans un espace où on va s'écouter. Alors, peut-être que ça va réussir, peut-être que je vais me faire débouter. Je pars avec l'idée que les dés sont déjà pipés, les choses sont souvent déjà cannées. Malheureusement, aujourd'hui, peu importe avec qui tu te présentes, peu importe avec quel spécialiste, quel expert, quand les décisions sont prises au départ, parce qu'il y a une intention claire de bâillonner, mais il ne faut pas se laisser bâillonner, il ne faut surtout pas s'auto-censurer. Puis ça, il faut faire très attention, par souci de ce que les autres pensent. Je pense qu'il arrive à un moment donné, le droit de parole est fondamental, et puis c'est pas réservé uniquement aux universitaires, ça doit bien sûr être préservé dans les universités, mais je pense que c'est chaque citoyen qui doit avoir accès à la parole et chacun apprécier aussi, apprécier le je dis un consensus puis un dissensus, parce que le consensus mène souvent à la censure, malheureusement. Alors en médecine, en santé, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et puis c'est le droit de dire oui, le droit de dire non, donc le consentement libre et éclairé, ça aussi qui a été complètement bâillonné, pourtant qui fait partie, qui a été complètement écarté de la discussion. Il faut obéir. Un bon citoyen obéit. Non, un bon citoyen adulte, réfléchi, prend de l'information, doit avoir accès à une information juste et équilibrée pour prendre une décision libre et éclairée. Et ça, si on perd ça, on perd quelque chose, on devient la victime de tout le monde, de toutes les politiques, et puis parfois des mafieux des pharmaceutiques.
Et quand je dis ça, il y a des livres qui ont été écrits, Remèdes mortels et Crime organisé, de Peter Gotche, qui est une des personnes les plus intègres que je connaisse et qui s'est fait sacrifier malheureusement il y a quelques années. Alors, il faut que le bon sens reprenne ses droits et puis il faut que la parole reprenne sa place aussi. Et puis c'est à chacun d'exprimer sa parole, pas à un ou à deux ou à tout le monde. Tout le monde doit reprendre sa parole en main puis l'exprimer avec authenticité, avec vérité puis avec respect aussi pour les gens, sans vouloir les convaincre, mais leur donner ouvertement une position respectueuse. Et alors, merci d'être là, tout le monde. Merci beaucoup. Ben bonjour, merci de me donner la parole. Je pense qu'aujourd'hui l'heure est grave, elle est très grave. Nous sommes ici devant le pavillon où Patrick Provost est actuellement jugé. C'est un professeur qui est expert dans son domaine, l'ARN, et malgré tout il est poursuivi pour des paroles qu'il a tenues à ce sujet. Donc il y a une volonté de faire taire les dissidents qui est épeurante, je dirais. Il n'est pas le seul dans le Sky. Il y a Christian Linard qui est professeur de QTR. Il y a Robert Béliveau qui est médecin, qui est également poursuivi par son ordre. Donc vraiment, il y a une volonté de faire taire. Je suis de Réinfo Québec. Une de nos missions, c'est d'aider les professionnels, les médecins, les scientifiques. Et on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très grave qui est à l'œuvre. Donc je remercie tous les gens qui sont ici avec nous. Merci à vous, félicitations malgré le froid, que c'est un jour de semaine. Il ne faut vraiment pas qu'on lâche. Une autre mission de Réinfo Québec, c'est aussi la réinformation. Elle est plus vitale que jamais parce qu'aujourd'hui nous faisons face à des lois liberticides qui s'alignent quasiment jour après jour. On peut penser très rapidement à la loi C-68 sur les propos privés qui peuvent être dénoncés. Il y a la loi 50 sur l'état d'urgence qui est extrêmement grave au Québec. Et même au niveau international, il y a des grandes menaces, comme par exemple le traité de l'OMS sur les pandémies. Donc à ce sujet, dernièrement, on nous a expliqué que finalement, on retirait des notions qui étaient jugées graves pour le grand public, comme par exemple la souveraineté des États qui était menacée, que l'OMS en cas de pandémie aurait pu prendre la souveraineté, décider de faire des confinements, de réimposer le masque, peut-être une vaccination obligatoire. On parle aussi du passeport vaccinal mondial, qui est le retour du code QR qui a eu lieu pendant la pandémie et qui en fait était finalement un galop d'essai, en dépit de ce qu'on nous a dit. Donc même si ce traité est à un certain petit recul actuellement, il ne faut pas se voiler la face que c'est sûrement une esbrouffe pour différentes raisons. Il y a notamment le fait que c'est encore un traité qui est en brouillon, donc on verra la version finale fin mai. L'OMS peut aussi faire des amendements sans vote, donc il pourra rajouter à nouveau des questions sur la souveraineté plus tard. Et puis globalement, le problème c'est l'OMS. Parce que l'OMS est financée à 80% par des dons privés. Donc ces donateurs, en fait, dirigent l'OMS. Ils orientent ces décisions. Bill Gates, évidemment, on peut pas ne pas en parler, est le premier donateur devant les États. La plupart des employés de l'OMS ont leur fiche de paye au nom de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça donne une idée de son influence. Donc c'est en fait une sorte de directeur général bis. Il est de fait le directeur général. Donc il faut absolument que l'OMS soit se réforme en très grande profondeur, mette fin aux dons privés comme c'était le cas il y a près de 30 ans. Sinon il faut quitter l'OMS, on n'a plus quitté l'OMS et puis même mettre fin à l'OMS tout simplement. Donc c'était mon message sur l'OMS, il ne faut pas lâcher la pression. À Réinfo Québec, nous avons demandé à nos gens, au grand public, à vous, de contacter leurs députés fédéraux, députés provinciaux, d'essayer de les rencontrer pour essayer de les sensibiliser. On sait qu'on n'est pas en démocratie, malheureusement, que ces gens ne sont pas élus grâce à nous, ils sont élus grâce aux gens qui les font rien, qui financent leur campagne, qui même possèdent les médias. Mais il ne faut quand même pas les lâcher pour qu'ils sentent qu'il y a une pression. Et ultimement, ça fonctionne puisqu'apparemment, on a vu déjà un début de recul. Donc ne lâchons pas. Merci.
Merci. Je demanderai à François Maléga, s'il vous plaît, de venir clôturer les discours. Okay. Merci beaucoup de la possibilité qui m'est accordée de pouvoir faire ce petit speech. Mais nous sommes déjà ici d'abord à cause du professeur Patrick Provost. C'est très important de savoir qu'il est en train de vivre une saga incroyable. C'est-à-dire que moi je donne toujours une image simple que beaucoup de personnes peuvent comprendre. Imaginez-vous qu'une discussion déclenche entre les mathématiciens et les profs de maths sur la validité du théorème de Pythagore. Et qu'il y a un des groupes de profs de maths qui dit que non, c'est pas vrai comme on dit, d'autres disent que c'est vrai. Et qu'à la fin, au lieu qu'on laisse discuter entre eux, et que des grands professeurs et que la science s'établit, un juge décide qu'à partir de maintenant, l'ancienne version du théorème de Pythagore est fausse, voici la nouvelle version qu'on va enseigner. C'est ce qui se passe actuellement. On a sorti la science de son milieu naturel et on l'a transportée dans le milieu judiciaire. Et c'est symbolique parce que les procédures ont lieu à l'université. Normalement, il devrait y avoir un débat entre le professeur Patrick Provost et d'autres professeurs qui pensent le contraire. Mais un juge va venir dire ce que c'est que la science à l'université. C'est la situation actuelle. Mais nous remercions le professeur Patrick Provost parce qu'il est vraiment ce porte-étendard de la liberté académique qui est garante même de la liberté d'expression dans la population. Parce que si eux, ils ne peuvent pas s'exprimer sur des sujets pour lesquels ils ont étudié pendant longtemps et qu'ils maîtrisent, alors ça signifie que nous-mêmes, on ne pourra même plus parler. Si moi je veux parler de vaccin, on va dire écoute, si le professeur n'a même pas le droit de parler, alors comment toi tu vas parler au nom de qui? Je dis merci aussi à lui, Philippe Fontaine, parce que ce que lui a fait est incroyable. Il a démontré par sa démission l'une des choses qui était claire pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la première victime de la Covid-19, c'est le système de justice. C'est-à-dire que le Covid-19 a tué premièrement le système de justice. Les juges ne pouvaient plus se prononcer. Et là, ça c'est une preuve vivante de la situation. Donc, merci vraiment pour ça. Et nous savons aussi que le docteur Robert Béliveau, en retraite, reçoit des flèches incroyables. Donc, nous sommes là et puis, de façon générale, le système de justice est malade. Si le système de justice fonctionnait normalement, on n'en serait plus là. Donc, et je pense que nous allons soutenir le professeur, nous allons soutenir et nous allons dénoncer l'état actuel du système de justice au Québec. Et il y a vraiment un problème dans le système de justice québécois. Et je pense que les juges, les avocats, les procureurs, toutes les personnes qui travaillent dans ce système doivent se remettre en question. Une chose, je vais finir là, une chose qui m'a plu dans la séance d'aujourd'hui, c'est que quand le professeur Marc-André Gagnon était en train de témoigner, j'ai senti que même la partie patronale qui est opposée au professeur Patrick Provost était séduite par la qualité du discours. Parce que c'était tellement vrai ce qu'il disait. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'a pas le droit de dire pour ne pas influencer d'autres témoins, mais sachez grosso modo qu'il parlait des conflits entre le système qui est supposé contrôler les compagnies pharmaceutiques, qui en fait est noyauté par ceci, grosso modo c'est ça. Mais son exposé était tellement clair, tellement profond et écoutez, même moi j'ai vu, je regardais la partie patronale et je voyais que eux, ils étaient séduits. C'était, écoute, tu ne peux rien dire contre la vérité. Merci beaucoup et tant qu'on va se tenir debout, moi j'ai toujours une chose que je dis, c'est que la vérité est un insubmersible et le mensonge a une date de péremption. Merci. Donc je tiens vraiment à remercier tout le monde aujourd'hui de s'être présenté ici pour la marche. Donc on va se diriger au ministère de la Justice. Et vraiment, là, merci beaucoup. Là, en dépit de la température, en dépit qu'on souhaite une journée qui est une journée ouvrable. Donc merci à tout le monde. Là, ça fait vraiment chaud au cœur. Non, moi j'ai eu j'obtenais son rôle au sérieux. Je veux arrêter de place pour manger quelque chose. C'est ici que ça se termine, pas? Ça va être ici qu'on va faire la lecture du texte qu'on va remettre au ministre de la Justice. OK. Ah bon, OK. Nous autres, on avait fait des invitations. On avait invité Simon Jolin Barrette,
député et ministre de la Justice au Québec, qui nous a envoyé une belle lettre de courtoisie, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Merci beaucoup. On a demandé aussi à un représentant du barreau du Québec, parce que on a entendu dire à la télévision qu'il faisait de l'annonce pour rendre plus accessible la justice aux justiciables. Eux autres aussi nous ont envoyé une belle lettre de courtoisie, mais aujourd'hui, ils sont pas là. On a dit, on prendra pas de chance, on va demander à quelqu'un, un représentant de la Charte des droits et libertés de la personne, de venir nous recevoir ici aujourd'hui. Encore une fois, on a eu une belle lettre de courtoisie, mais ils sont pas là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là, je vais vous faire la lecture de ce qu'on va demander. Je vous explique pourquoi on demande ça dans le Code de procédure civile. Parce qu'à nombreuses occasions, je ne suis pas avocat, là, mais je peux vous dire que je passe beaucoup de temps en cours. Puis, je me suis aperçu que quand tu parles de la Charte des droits et libertés, qui est la C12, la Charte québécoise, quand tu parles de la Charte canadienne des droits et libertés à un juge de la Cour du Québec, à un juge de la Cour supérieure et un juge de la Cour d'appel, ils ne savent pas c'est quoi. Ils l'ont pas lu. Tu sais, ça fait juste 50 ans que ça existe, mais ils n'ont pas eu le temps de la lire encore. Fait que, en attendant, comme ils réfèrent souvent au Code de procédure civile et au Code civil du Québec, bien, on va demander, là, on va commencer par demander. Tu sais, on leur a laissé une chance d'être ici aujourd'hui, ils ne sont pas venus. Après ça, là, symboliquement, on va aller déposer ça pour leur demander de remettre ça acquis de droit pour en faire un projet de loi, puis l'inscrire dans le Code des procédures civiles. Mais je peux vous dire une chose. Soyez assurés que ce ne sera pas juste symbolique, mon geste, puis qu'il va y avoir un suivi de ça. Soit dit en passant, pour ceux qui ne le savent pas, le 12 juin prochain, on passe en cours contre le PGQ parce qu'on poursuit Dubé, on poursuit le Simon Jolin Barrette, entre autres. On les poursuit pour avoir adopté un décret illégal au Québec. En 2020, je vais vous faire la preuve que le décret était illégal. En attendant, voici ce qu'on demande à nos juristes d'inscrire dans le Code de procédure civile. On a décidé d'introduire un préambule, parce qu'il n'existe pas de préambule dans le Code de procédure civile. Dans le préambule, on demande ceci. Attendu que le Québec est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie du peuple et la primauté du droit. Article 836. On l'a nommé comme ça parce que ça arrête à 835. Lorsque le justiciable non représenté évoque un droit ou dénonce un préjudice commis à l'encontre de ce droit, pour peu qu'il existe et qu'il est inscrit dans la loi, ce dernier peut le lester en instance de justice sans avoir à prouver au tribunal l'article de loi, du règlement ou autre règle à laquelle il réfère. Le judiciaire peut s'opposer à son application en démontrant son inexistence par l'article de loi, du règlement ou autre règle établie par le législateur qui le prouve. Lorsque dans une instance, on juge le jugement d'un juge, et c'est un peu ce qui se passe en cour d'appel. En cour d'appel, c'est que tu n'es pas satisfait du jugement en cour supérieure, tu t'en vas en cour d'appel. Donc, c'est le jugement du jugement d'un juge. La partie qui fait appel du jugement a le droit d'être entendue devant la formation de juges, tel qu'établi par l'instance, ou par un jury composé des membres du public. C'est pas vrai que ça existe, l'impartialité, quand c'est un juge qui va juger un juge, quand c'est un juge qui va juger un judiciaire. C'est faux! Moi, j'en ai les preuves. Dans un autre temps, je vous en ferai la lecture des preuves dans un jugement. Où est-ce qu'ils ont accordé une sentence bonbon pour un judiciaire, mais en ce qui me concerne, c'est une autre affaire, même si
ils ont violé 8 articles du Code de procédure civile. Ensuite de ça, j'ai eu une pensée pour mon ami Patrick Provost et j'ai décidé d'inclure dans le Code de procédure civile un article pour tous les professionnels. Donc ça se lit comme suit. Tout professionnel est présumé émettre une opinion, une déclaration ou autre manifestation de ses idées en son nom personnel, s'il n'est expressément spécifié dans ses propos qu'il le fait au nom de son employeur, d'une entreprise, d'un organisme ou autre type pour lequel il travaille. Il est mandaté ou il contracte, ou autre manière bénéficie de ses services, qu'il exerce sa profession, que ce soit un professeur, un chercheur, un titulat ou autre, entre parenthèses, hormis tous ceux-là que je n'ai pas nommés. La partie qui entend faire valoir que le professionnel émet son opinion au nom de son employeur, commanditaire, son mandataire, donneur d'ouvrage ou autre type, entre parenthèses, hormis, a le fardeau de la preuve. Le professionnel qui émet son opinion ne pourra être privé de son revenu, son salaire ou toute autre forme de rémunération sans avoir été jugé coupable en dernière instance. Dans le cas contraire, la partie adverse s'expose à des poursuites en abus. Et finalement, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a une ville qui ont eu des comptes de taxes qui se sont doublés. Ils ont doublé les comptes de taxes à des commerçants. Le gars, il payait 9 000 $ de taxes commerciales. Il est rendu à 18 000. Fait que je ne sais pas comment est-ce qu'à un moment donné, le monde va pouvoir arriver avec ça. Il y a une ascension d'augmentation de taxes. Donc, dans l'article du Code civil du Québec, article 3169, nul ne peut augmenter les taxes de façon directe ou indirecte sans le consentement majoritaire des payeurs. Voici, on s'en va porter ça immédiatement. Merci beaucoup, Serge. Merci à tout le monde. Hein? Alors, bonjour, mon nom est Yandel. Aujourd'hui, on est le 2 mai. C'est la journée de la marche pour les gens qui ont été victimes un peu de la justice, hein, les gens qui se représentent eux-mêmes sans avocat. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec actuellement et il y a beaucoup de gens là, concernant les 4 années qu'on vient de vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des étiquettes COVID et tout ça. Et beaucoup d'entre eux, on parle de 46 000 quand même tickets, là, grosso modo. Et beaucoup d'entre eux ont été systématiquement accusés. Alors, ils n'ont pas le droit à leur charte des droits et libertés, ils n'ont pas le droit à avoir une justice impartiale. Okay? Ces gens-là ont été victimes d'une justice qui est malade aujourd'hui et on a décidé, Serge et moi, de faire une marche pour remettre des documents, des lois que Serge a écrits et pour les remettre au ministère de la Justice à Québec, dont nous sommes aujourd'hui. On est ici aujourd'hui, alors on a un document que Serge a écrit. Il l'a cité, quand on est arrivé ici, il l'a cité tout de suite après la marche et nous sommes en train d'attendre une personne pour venir récupérer les documents.